Que signifie cela plus globalement dans son ensemble, diriez-vous? Bonjour à vous. Bonjour Nick. Il semble que le président Trump soit de plus en plus frustré par ce qui devrait être un allié des États-Unis, mais qui semble jouer sur les deux tableaux. Trump essaie d'ouvrir le détroit d'Ormuz à la libre circulation maritime internationale et s'inquiète qu'un accord séparé entre la République islamique d'Iran et Oman puisse compromettre cet effort. Rappelez-vous, l'Iran veut imposer des péages sur le détroit d'Ormuz. Il a déjà proposé de partager ces péages avec Oman par le passé, et cela sape le leadership américain. Vous voyez donc ici le président Trump regarder Oman et dire: nous essayons d'ouvrir le détroit d'Ormuz pour le monde entier. Nous ne voulons pas accepter que vous sapiez le leadership américain en concluant un accord parallèle. Mais nous vous voyons prélever des péages sur le passage par le détroit d'Ormuz d'une manière qui le livre au contrôle iranien et à la piraterie iranienne. Elon, ceux qui ont bonne mémoire se souviendront que nous avons entendu à peu près la même chose en mai, et cela n'a pas eu beaucoup d'effet à l'époque. Pourquoi pense-t-il que cela pourrait avoir un effet maintenant? Eh bien, tout à fait. C'est la deuxième fois que nous voyons ces déclarations du président Trump. Et cela reflète sa frustration face au fait que les alliés de la région, menacés par le régime iranien, ne s'alignent pas totalement sur les États-Unis et essaient de couvrir leurs arrières. Et voici le grand risque actuellement au Moyen-Orient. Dans la mesure où les pays craignent que les États-Unis se retirent du détroit d'Ormuz, qu'ils s'en lavent les mains et adoptent une position isolationniste, ils jettent un regard inquiet par-dessus leur épaule vers la grande et redoutable bête iranienne, se demandant s'ils doivent couvrir leurs arrières en l'apaisant. Et le président Trump veut ici s'assurer que les pays tiennent tête au régime iranien, qu'ils forment une coalition régionale pour affronter cette agression iranienne, au lieu de penser qu'ils doivent l'apaiser parce que c'est le grand méchant de la région et qu'il sera le seul à rester. Enfin, pour élargir un peu la perspective, vous savez que le gendre du président Trump, Jared Kushner, ainsi que l'ancien premier ministre britannique Sir Tony Blair, ont eu des réunions avec des dirigeants du Hamas et ont également rencontré Benjamin Netanyahou. Pouvez-vous nous en donner une vue d'ensemble, Elon? Eh bien, je crains que les dirigeants du Hamas pensent pouvoir manipuler l'administration américaine comme bon leur semble. Et c'est une erreur. Le Hamas a été absolument clair sur le fait qu'il n'a aucune intention de se désarmer. Il veut essayer d'utiliser ce contrôle sur les armes pour forcer un retrait israélien. Et les Américains doivent être absolument clairs maintenant. Et il est important que nous ayons entendu cette clarification de Jared Kushner, qu'il ne peut y avoir aucune reconstruction dans la bande de Gaza sans le désarmement total du Hamas. C'est simplement une question de bon sens. Personne ne voudra investir un centime dans la reconstruction des bâtiments à Gaza si ceux-ci doivent être repris par des terroristes qui vont construire des tunnels en dessous. Nous devons donc nous assurer que le processus de désarmement signifie le désarmement total du Hamas, la démilitarisation totale de Gaza. Je pense que Jared Kushner est un peu optimiste quand il dit que le Hamas devrait avoir une dernière chance de prouver qu'il est sérieux. Il est parfaitement clair qu'il ne l'est pas. Il veut garder ses armes pour préparer un nouveau 7 octobre. Mais il est important que le Conseil de la paix en Israël ait maintenant mis en place ces groupes de travail pour se concentrer sur le désarmement et la démilitarisation. L'objectif commun de tous est de s'assurer qu'aucun 7 octobre ne puisse plus jamais se reproduire et que Gaza soit une zone déradicalisée, sans terrorisme. C'est toujours un plaisir de parler avec vous. Merci d'avoir pris le temps.